Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la 6e branche de la carte mentale sur la physiologie digestive qui concerne l'estomac. Voici la carte mentale en question. Nous nous intéressons donc à l'estomac. L'estomac qui est une portion du tube digestif qui se trouve entre l'œsophage et le duodénum étant le premier segment de l'intestin grêle. L'estomac se trouve dans la cavité abdominale, il est plus exactement sous le diaphragme, côté gauche du corps. L'estomac a une forme en J, c'est une région extensible, assez extensible du tube digestif. Et l'estomac est constitué de 4 régions. La première région est appelée le cardia, en fait c'est la zone où se trouve l'orifice supérieur de l'estomac. On trouve le fundus qui a un rôle de réservoir, puis le corps de l'estomac, au niveau duquel la musculeuse présente une 3e couche. On trouve cette 3e couche en position oblique et plus interne que la couche circulaire interne habituelle qui se trouve du coup en position intermédiaire. La 4e région est le pylore qui est elle-même constituée par 3 régions, l'antre pylorique qui dispose d'une musculeuse assez puissante, le canal pylorique et puis le sphincter pylorique. Quelques exemples concernant le sphincter pylorique, on peut évoquer le pylorospasme qui va concerner essentiellement des nouveau-nés qui vont présenter un spasme, c'est-à-dire des contractures musculaires en fait, du pylore qui vont entraîner des régurgitations. Autre trouble, pathologie importante qui a une issue chirurgicale, c'est la sténose pylorique qui apparaît elle aussi donc chez le nourrisson, qui correspond à un rétrécissement de ce sphincter qu'il faut réélargir en fait de façon chirurgicale. Concernant la paroi de l'estomac est constituée des 4 couches classiques que l'on trouve au niveau du tube digestif, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse. Commençons par la muqueuse qui est constituée de ces 3 couches, l'épithélium, le chorion et la muscularis mucosa. Pour ce qui est de l'épithélium a un aspect simple, donc une seule assise cellulaire. Il présente des invaginations qui constituent ce qu'on appelle des glandes gastriques, qui sont les structures au niveau desquelles le suc gastrique est produit. Il y a à peu près 2 à 3 litres de suc gastrique produit chaque jour, et le pH de ce suc gastrique est très acide, entre 1,5 et 3. Plusieurs types cellulaires sont présents au niveau de l'épithélium, des cellules à mucus qui, comme l'on l'indique, produisent du mucus protecteur pour l'épithélium. Des cellules principales, les cellules principales fabriquent la pepsine sous forme de pepsinogène, donc c'est ce qu'on appelle une proenzyme, qui deviendra active dans la lumière de l'estomac, donc elle devient la pepsine. La pepsine, c'est donc une enzyme qui cible les protéines. Autre enzyme produite par les cellules principales, la lipase gastrique, c'est une enzyme qui cible les triacylglycérols, qui va pouvoir détacher 2 acides gras des triacylglycérols. Autre cellule, les cellules pariétales. Les cellules pariétales produisent le facteur intrinsèque, qui est une substance qui est indispensable à l'absorption d'une vitamine, la vitamine B12, absorption qui se fait dans le dernier segment de l'intestin grêle, qui est l'iléon. Les cellules pariétales produisent également de l'acide chlorhydrique en libérant des protons, donc des ions H+, et des ions Cl-, des ions chlore dans la lumière de l'estomac. C'est ce qui fait que le pH au niveau de l'estomac est acide. J'en profite pour faire quelques remarques concernant des pathologies, ce qu'on appelle le RGO, le reflux gastro-œsophagien. C'est donc un reflux, c'est-à-dire une remontée en fait du contenu de l'estomac vers l'œsophage. L'œsophage ne disposant pas d'éléments le protégeant de l'acidité, il va être attaqué. C'est le risque en fait de voir apparaître des lésions au niveau de l'œsophage. Autre trouble, ce que l'on appelle la hernie hiatale, qui est une remontée de l'estomac par le hiatus œsophagien au niveau de la région thoracique, ce qui peut favoriser le RGO justement. Et dernière pathologie, ce que l'on appelle l'ulcère gastrique, qui va être une ulcération de la paroi de l'estomac, c'est-à-dire une perte de matière au niveau de la muqueuse de l'estomac. C'est souvent... ça s'installe souvent et ça va se développer aussi en lien avec un pathogène qui est Helicobacter pylori.
Autre type de cellules au niveau de cet épithélium, des cellules G qui produisent une hormone, la gastrine. Donc ce sont des cellules entéro-endocrines. Ensuite, on trouve donc le chorion, la muscularis mucosa. Après la muqueuse, on trouve la sous-muqueuse, puis la musculeuse, avec cette particularité qu'il y a donc une couche interne oblique, ce qui fait que la couche circulaire, normalement en position interne, se retrouve en position moyenne, et la couche longitudinale externe a toujours sa position classique. On trouve ensuite la séreuse, qui est le feuillet viscéral du péritoine. Quels sont les rôles associés à l'estomac? Un rôle de réservoir. J'ai évoqué le fait que l'estomac a une certaine extensibilité. Effectivement, à vide, on estime sa contenance à peu près à 50 ml. Et plein, il peut tout simplement accueillir un repas entier. Donc, il peut accueillir 2, voire même jusqu'à 4 litres. Concernant ses rôles, il a un rôle évidemment dans la digestion mécanique avec les mouvements de l'estomac, le péristaltisme qui est relativement faible au niveau du fundus, là où il est le plus fort c'est au niveau de l'antre pylorique. Tous ces mouvements vont contribuer à mélanger justement ce qui a été ingéré avec le suc gastrique. Le chyme va donc se constituer. Le chyme va ensuite progressivement être évacué vers l'intestin grêle. On va parler d'évacuation gastrique. Chaque onde du péristaltisme va permettre de faire passer 3 ml à peu près de chyme de l'estomac vers l'intestin grêle. Et donc selon évidemment la taille du repas, il faut compter un certain temps pour la vidange gastrique pour qu'elle soit complète. On peut donner une idée de cette vidange qui est entre 2 et 4 heures, mais ça dépend bien sûr de la taille du repas et également de sa composition. L'estomac contribue également à la digestion chimique. L'amylase salivaire, qui est donc produite par les glandes salivaires et libérée dans la bouche, va être assez rapidement inactivée au niveau de l'estomac du fait du pH acide. En revanche, la lipase linguale, elle aussi produite par les glandes salivaires, cette lipase linguale n'est pas active au niveau de la bouche parce que le pH est trop élevé. Par contre, elle va devenir active au niveau de l'estomac et elle est accompagnée par la lipase gastrique. Ces deux enzymes vont toutes les deux cibler les triacylglycérols. Autre rôle dans la digestion chimique via la pepsine, cette enzyme qui cible donc les protéines. Enfin, l'estomac a un petit rôle dans l'absorption très faible. On sait qu'il y a différentes substances qui peuvent être absorbées au niveau de l'estomac, parmi lesquelles on peut évoquer l'éthanol. Enfin, on peut évoquer le vomissement. Le vomissement, c'est l'expulsion par la bouche du contenu gastrique. Ça implique des efforts thoraco-abdominaux, c'est-à-dire que des muscles thoraco-abdominaux, qui sont des muscles de la ventilation, vont être impliqués. Quand il y a une évacuation, une expulsion du contenu gastrique par la bouche sans justement mise en jeu de ces muscles de la ventilation, on va parler dans ce cas-là de régurgitation et non pas de vomissement. Alors, le vomissement peut se produire pour différentes raisons. Les causes sont variées et nombreuses. Il peut y avoir une irritation, une distension trop importante de l'estomac, un dégoût et ainsi de suite. Le vomissement va impliquer un centre du vomissement situé au niveau du tronc cérébral, plus exactement au niveau du bulbe rachidien. C'est ce centre justement qui va traiter tout un tas d'informations sensorielles, qui va les analyser et suite à cette analyse, il va élaborer des influx moteurs. Il va donc émettre des influx moteurs qui vont agir sur les différents muscles qui vont permettre le vomissement. Il va y avoir contraction du diaphragme, contraction des abdominaux et dans le même temps, relâchement des sphincters œsophagiens. Nous en avons terminé avec cette carte sur l'estomac et je vous dis à bientôt pour la carte suivante.